Oui, Sophie, donc ta première question à notre invité. Cette primaire de la Belle Alliance se passe beaucoup à la télévision, puisque nous avons trois débats très resserrés. Or, on apprend qu'il y a deux fois moins de téléspectateurs que pour la primaire de la droite. Est-ce parce que l'électeur a l'impression que le vainqueur de cette primaire de la gauche n'ira pas au second tour, ou est-ce que la gauche part battue d'avance, Pierre Allan? Oui, vous avez tout à fait raison, Christian. C'est-à-dire que les primaires de la droite et du centre, hein, mais surtout de la droite en fait, ont eu beaucoup de succès parce que les électeurs, y compris de gauche d'ailleurs, puisque un nombre non négligeable s'est rendu aux urnes, avaient l'impression de désigner le futur vainqueur de la présidentielle. En tout cas, quelqu'un qui était presque assuré d'être au deuxième tour. On en est peut-être un peu moins sûr maintenant, 2 mois après. Vu les ratés de la campagne de François Fillon, mais c'est une autre histoire. Et effectivement, les débats ont été moins suivis, probablement parce que effectivement la gauche gouvernementale sort très usée de ce quinquennat, puisque quand même, il ne faut pas oublier le principal événement de ce début de campagne, le président sortant n'a même pas pu être candidat. Puisque il a eu conscience qu'il pourrait subir le même sort que son prédécesseur Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire ne même pas être au deuxième tour de la primaire, ce qui aurait été une humiliation. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, enfin dans le commentaire, il y a moins de bureaux de vote. Donc, il y a un parti qui est vraiment très affaibli, déstructuré. Probablement, on estime qu'il y a entre 40 000 et 50 000, pas plus, militants ou adhérents à jour de cotisation aujourd'hui, alors que le Parti socialiste a déjà été à plus de 200 000. Donc vraiment un parti qui peine à mobiliser pour organiser ce scrutin de la Belle Alliance populaire, comme vous l'avez rappelé. Bon, c'est un peu un cache-sexe, c'est-à-dire que c'est quand même la primaire des socialistes et des partis satellites. On a rappelé tout à l'heure l'UDD. Qui connaît l'UDD? Le Parti écologiste. Le PRG, on le connaît mieux parce que c'est le résidu d'un très grand parti qui a dominé les républiques parlementaires, surtout la Troisième République. Mais aujourd'hui, que représente le PRG, en particulier dans le Loiret ou dans les autres départements de notre région. Donc Belle Alliance populaire, c'est presque une antiphrase, parce que cette alliance, elle est très fragile. Tout au long du quinquennat, au contraire, les soutiens du président de la République, du gouvernement, se sont effrités. Populaire, le PS ne l'est plus beaucoup aujourd'hui. Belle, le scrutin nous le dira. Justement, alors moins de téléspectateurs, est-ce que ça veut dire aussi moins de votants à se déplacer? En 2011, on peut rappeler 2 millions de votants au premier tour et 2,5 millions au second tour. Ça serait déjà énorme de faire aussi bien. Tout à fait. C'est la question principale et la principale inconnue. Alors, la grande différence avec les primaires de la droite, et tout le monde l'a noté, c'est qu'il y a très peu de sondages, y compris en termes de participation. Il y en a eu quelques-uns, de prédictions de participation. Là, les instituts se montrent un peu plus prudents parce que après le Brexit, après la victoire de Trump et après la victoire de François Fillon, ils ont un petit peu la gueule de bois. Donc, des grands magazines ou des grands journaux nationaux, je crois en particulier le Parisien, sont dit, on va faire un peu une cure de désintoxication, on va parler de la primaire et des élections autrement. Et effectivement, la participation, c'est le principal enjeu. Pourquoi? De deux manières, en quelque sorte. C'est-à-dire que si la participation est très faible, on peut penser que ce sera le noyau dur du parti, qui reste assez légitimiste. Et donc, Manuel Valls a tout de même de bonnes chances, puisque c'était le candidat de substitution, assez logique, le Premier ministre sortant, de l'emporter, en tout cas d'arriver en tête au premier tour. L'emporter au deuxième, ça sera plus dur, parce qu'il y a vraiment un risque pour lui de tout sauf Valls, de coalition contre lui. Et puis, encore plus important comme enjeu, c'est quelle légitimité aura le candidat vainqueur le 29 janvier s'il est élu par exemple, moins d'1 million de personnes. Ça peut se produire. Et en particulier, face à Emmanuel Macron, qui remplit les salles aujourd'hui, ou face à Mélenchon, à Jean-Luc Mélenchon, qui réussit aussi sa campagne, même comme hologramme. Le nouvel institut de sondage, finalement, c'est lui. C'est Macron. Alors, il y a beaucoup de reports, il y a beaucoup de soutien. Méfions-nous quand même. Parce il remplit les salles. Oui, tout à fait. Mais remplir les salles ou remplir les librairies, voilà, exactement. Ou remplir les librairies, Nicolas Sarkozy pourrait vous faire un cours là-dessus, c'est pas la même chose. Parce que qui remplissait les salles, qui mobilisait des fanatiques, même parmi les plus de 75 ans, et sur la Côte d'Azur, c'était Nicolas Sarkozy. C'est pas ça qui fait gagner un scrutin quand il y a 2 ou 3 millions de participants. Là, effectivement, est-ce que ça sera aussi bien qu'en 2011? En tout cas, ça sera moins que la primaire de la droite et du centre, ça, c'est pratiquement sûr.
Est-ce qu'il faut s'attendre également à des surprises? On l'a vu aux primaires de la droite, Alain Juppé était le grand favori et puis finalement il n'a pas été désigné. Est-ce que là, finalement, Manuel Valls ne part pas trop favori? Alors, il partait favori. Aujourd'hui, tout le monde est très prudent. Parce que il y a le précédent effectivement d'Alain Juppé ou du match Juppé-Sarkozy que tout le monde annonçait. Aujourd'hui, alors on va quand même parler de sondages, il y en a quand même quelques-uns qui montrent que la campagne de Manuel Valls n'est pas considérée comme une réussite par la majorité des gens. Il a commencé par essayer de déminer cette question du 49-3. Moi, j'ai jamais vu personne dans la rue me demander qu'est-ce que tu penses du 49-3. Ça n'intéresse que la classe politique et quelques journalistes éminents. Donc c'était une erreur de communication. Il a même brouillé son image d'autorité qu'il aurait dû assumer, puisque c'était une force, comme son attachement à la laïcité. La recette dans les campagnes électorales, c'est d'être soi-même quand même, et de jouer sur ses forces. Il a fait le contraire. C'est très étonnant, parce que Manuel Valls était connu au contraire comme un spécialiste de la communication, Pierre, et un bon communicant. Il avait quand même la tâche la plus difficile, c'est-à-dire défendre le bilan de François Hollande et le sien, et celui de Jean-Marc Ayrault, tout en essayant de présenter des solutions nouvelles. C'est quand même pas aisé. C'était pas facile, mais dire j'ai changé alors que c'est exactement ce qui a fait perdre Nicolas Sarkozy, c'était quand même particulièrement malhabile. Je dis pas que sa tâche était facile, puisque si la tâche avait été facile, il n'aurait pas été candidat. C'est François Hollande qui aurait été candidat. Si ça avait été gagnable, mais on peut s'attendre effectivement à des surprises. Aujourd'hui, dans un mouchoir de poche et pratiquement dans la marge d'erreur, et en tout cas, on l'a vu avec la primaire de la droite, dans un même courant, dans une même famille politique, on change très vite d'opinion, et même jusqu'au dernier jour. Donc entre, en tout cas, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg et Manuel Valls, rien n'est joué. On peut tout à fait avoir un deuxième tour, effectivement, Manuel Valls serait absent. Oui, alors sans jouer Madame Soleil, et puisqu'on parle de la gauche, on va se retrouver quand même au premier tour de la présidentielle avec 4 candidats de gauche, Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Jadot et Macron, plus le gagnant de la primaire. Est-ce que c'est pas perdu d'avance, puisque les voix vont s'émietter, et on peut penser que dans cette configuration, c'est Fillon qui va aller au second tour, et Marine Le Pen. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir au point de vue rationnel, vous avez tout à fait raison, Christian. Mais on n'est pas dans une conjoncture rationnelle. On l'a bien vu. Les favoris mordent la poussière les uns après les autres. Il y a quelques mois, on pensait que quels seraient les acteurs principaux. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Hollande, tout le monde se disait, et même au milieu de sa dernière intervention, quand il a annoncé son renoncement, son abdication, comme dirait Aquilino Morel, on pensait qu'il allait y aller. Donc bref, on va de surprise en surprise. Aujourd'hui, je pense que rien n'est joué. Effectivement, le plus logique, ce serait que François Fillon l'emporte dans un deuxième tour face à Marine Le Pen. Mais on n'en est pas sûr du tout. On n'en est pas sûr du tout parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les électeurs, de droite comme de gauche, ont envie de renverser la table. Mais comment faire pour qu'il y ait un candidat de la gauche? Au second tour, il faut s'entendre derrière quelqu'un et forcément regarder les sondages. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Bien sûr. Si c'est Macron qui émerge, par exemple, il émerge pourquoi? Parce qu'il aura de meilleurs sondages que le vainqueur de la primaire de la gauche. Parce qu'il n'apparaît pas, en tout cas, comme un candidat de gauche. Donc, le candidat de droite qui a été désigné, François Fillon, a de bonnes chances de gagner l'élection, même s'il fait, depuis les lendemains de sa victoire, une assez mauvaise campagne, très rigide. Il n'a pas suffisamment intégré les battus. On a bien vu le malaise avec Nicolas Sarkozy et ses soutiens. Il ne négocie pas apparemment avec François Bayrou et ses soutiens. Et la fuite des candidats de l'UDI vers Macron. Et tout à fait. Donc il y a un grand risque quand même pour lui. Et effectivement, mathématiquement, mais les élections, la politique, c'est pas les mathématiques, c'est plutôt de la dynamique. Et la dynamique aujourd'hui, et la séduction aujourd'hui, et l'incarnation du renouvellement aujourd'hui, même si on peut considérer que c'est une supercherie ou, une fabrication des médias. Bon, c'est Emmanuel Macron. Et dans des milieux extrêmement différents, c'est très frappant. Moi, j'étais comme vous, je pensais que c'était une bulle qui allait exploser, comme la plupart des analystes. Et puis, on voit que des personnes très âgées, des ouvriers, des cadres, des intellectuels, des gens de gauche, des gens de droite, des déçus de Bayrou, des déçus de Juppé, disent « Bon, allez, Macron ». Ça serait une première sous la Ve République qu'un candidat parvienne, éventuellement au second tour et puis même au-delà, sans un parti, sans un appareil derrière. Alors ça ne serait pas tout à fait une première. On oublie une élection, mais oui, vous avez raison quand même, ça serait une première, surtout dans cette configuration et par rapport à l'éclatement ou à l'émiettement de la gauche qu'évoquait Christian. On oublie la campagne très particulière et après le décès d'un président
de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. Le film de Depardon le montre très bien, un remarquable film dont le nom m'échappe, le titre m'échappe. Depardon montre Parti bien. de campagne. Exactement, un film remarquable. Bon. Giscard, dans son avion, dans sa voiture, etc., il est entouré de Michel Poniatowski et de Michel Dornano. Point. Il a un parti, mais qui est un groupuscule. Il n'y a pas 120 000 personnes comme dans En Marche. Il est très isolé. Il a son talent télévisuel, son image disons, de technocrate, d'énarque brillant. Tiens, ça rappelle quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, on peut le comparer effectivement à ça. Il peut faire une campagne éclair, séductrice, comme l'a fait Giscard. Le point commun, moi, que je vois entre les deux périodes, qui sont très différentes par ailleurs, il y a 40 ans, on sortait encore des 30 Glorieuses, etc. Mais c'est une sorte de lassitude, de ras-le-bol, de la sinistrose, du discours décliniste. Je crois que les gens en ont marre. Alors, le drame peut-être pour François Fillon, peut-être que je me trompe, mais c'est que, il n'inspire pas forcément la joie, le renouveau et l'espoir. Il a un programme solide, on l'a dit dans les primaires, mais aujourd'hui, effectivement, Macron, il apporte une certaine fraîcheur. Et il a l'image de la jeunesse, comme l'avait Giscard d'Estaing à son époque. La jeunesse, l'esprit brillant et une certaine confiance en l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui, la société française, qui a quand même beaucoup souffert ces dernières années, la crise, bien sûr, depuis 2008, les attentats, a envie en tout cas d'autre chose. Est-ce que ça va passer également par les réseaux sociaux, si bien pour cette primaire que pour l'élection de mai prochain? Alors effectivement, les réseaux sociaux, mais on est assez partagé là-dessus parce que En Marche joue beaucoup là-dessus, mais je crois de quoi on parle aujourd'hui beaucoup pour Macron, qui remplit les salles. On a commencé là-dessus. Ben oui, donc ça c'est la campagne la plus traditionnelle depuis Gambetta. Donc les réseaux sociaux c'est bien, mais Hillary Clinton a montré, malheureusement pour elle, que très bien maîtrisée, parce qu'elle avait une équipe extraordinaire là-dessus, et les applications sur les smartphones, les iPhones, etc., pour les jeunes, ça ne suffit pas. Il faut de la présence humaine. Mais pas suffisant. Tout à fait, il faut des réseaux, et il faut une présence sur le terrain. Et l'image qu'aujourd'hui on voit monter, avec Macron qui remplit les salles, qui électrise, même le côté un peu ridicule, quand il se met effectivement à hurler, etc. Ben oui, mais cet enthousiasme et cette vigueur, on ne le trouve plus en politique depuis très longtemps. Ça ressemble un peu à ce qu'a fait Ségolène Royal aussi. Tout à fait. À son époque, en 2007. Complètement d'accord. Moi, je vois en la campagne actuelle, alors peut-être que ça changera quand on en sera vraiment au premier tour et éventuellement au second pour lui. C'est une sorte de mixte entre la campagne de Bayrou 2007 qui avait été très réussie. Bayrou a fait 18%. Pour un candidat centriste, c'est extraordinaire. C'était le record. Le record précédent, c'était Jean-Luc Anouet, en 1965, 15%. Donc, qui était déjà remarquable. Monsieur, donc, le Kennedy français et le monsieur Beldan. Bayrou, il va sortir du bois, il va rejoindre Macron, à votre avis? Alors, donc Bayrou, effectivement, a inspiré en partie la campagne de Macron et effectivement Ségolène Royal, le côté démocratie participative. Alors Bayrou, aujourd'hui, il l'a dit d'ailleurs très clairement, il a le choix entre trois alternatives qui sont toutes les trois mauvaises pour lui d'ailleurs, je pense, malheureusement. Je pense que son temps est passé, comme les autres, comme toute cette génération dont les Français ne veulent plus, même s'ils ont plutôt de l'affection et de la considération pour François Bayrou. Ça n'est plus son tour. Il peut se présenter... Il risquerait une très grave déconvenue de 3%, je pense, vraiment. Il peut soutenir Fillon, mais Fillon n'est pas prêt à négocier avec lui. Des circonscriptions pour un groupe parlementaire, c'était son objectif, avec Alain Juppé en particulier, si Juppé avait gagné la primaire. Et puis il apparaît comme l'homme qui a appelé à voter François Hollande. Donc ça exactement, passe pas pour l'électorat de droite, ça ne passe pas. Pas et puis il peut essayer de soutenir Emmanuel Macron. Il devrait se dépêcher, si c'est le cas, parce qu'après, ça sera trop tard pour peser. Pierre et Laurent, moi j'avais vous demandé qu'est-ce que vous retenez justement des programmes des candidats de la gauche, puisque les débats servent également à ça, et on a envie de dire cette primaire, elle doit faire émerger des idées à défaut de servir à autre chose. Mis à part le revenu universel, si je peux me permettre, Sophie, et un petit peu la légalisation du cannabis, on n'a pas entendu grand-chose de nouveau lors de ces débats. Alors effectivement, c'est la grande difficulté. C'est quand même deux marqueurs de gauche importants. Ces débats, effectivement, comme vous l'avez dit, ils servent à la fois à brasser des idées, à faire émerger des idées nouvelles, et puis à les populariser, et puis à faire émerger éventuellement une personnalité, un leader. On l'a bien vu pour la droite, c'est Fillon qui avait pris le leadership, c'est Fillon qui disait aux journalistes que le débat ne le satisfaisait pas, etc. Voilà, il y a toute une posture aussi,
il avait pris le leadership, ce qui était très étonnant, parce que auparavant, le mâle dominant à droite, c'était Nicolas Sarkozy. C'était le collaborateur, oui. Exactement. Et puis, Juppé, on l'avait bien vu, était tétanisé. C'était le favori paralysé qui jouait petit bras. Et bon, en politique comme au tennis, ça ne reparte pas beaucoup. Alors effectivement, les idées, pour l'instant, on n'en a pas vu énormément émerger. Le revenu universel, alors, c'est pour ça qu'Hamon a marqué des points, effectivement. C'est qu'il mène une campagne cohérente. On peut tout à fait contester cette idée qui d'abord serait extrêmement coûteuse au niveau budgétaire. Est-ce que c'est soutenable aujourd'hui? Probablement pas. Et puis qui remet en cause quand même une des valeurs fondatrices de la gauche historiquement, qui est le droit au travail. Qui remet en cause le droit au travail. Et je crois qu'Arnaud Montebourg l'a bien contré là-dessus. Il y a vraiment deux choix, c'est-à-dire Hamon qui envisage effectivement peut-être une société du futur où le travail aurait disparu, la robotisation, mais beaucoup de spécialistes, beaucoup d'économistes contestent cette vision. Et puis Montebourg qui est plus classique, qui est sur la défense de la fiche de paye et du travail. Le cannabis, effectivement, ça a été l'un des débats les plus intéressants peut-être lors des émissions. Sur les réfugiés aussi, ça a été assez animé, mais sur le cannabis, on a bien vu pratiquement, pas une unanimité, mais en tout cas une évolution de la gauche, à part Manuel Valls, qui est resté, il a eu raison je pense, parce que son électorat ne l'aurait pas compris autrement, un revirement, sur une posture plus sécuritaire, mais l'échec, disons, de la prohibition, qui est évident, l'échec en termes de santé publique, et puis le fait que les policiers aujourd'hui ont peut-être autre chose à faire qu'à traquer les petits dealers ou les petits consommateurs. Est-ce que c'est une mesure qui peut aussi se rejoindre une politique de droite? Est-ce qu'on peut imaginer un candidat de droite élu à la présidence de la République qui se dirait, fort du constat que vous faites, et que tout le monde fait en plus, il faut vraiment être aveugle pour ne pas le faire, que finalement il faut arriver à la dépénalisation? Alors, pendant la campagne électorale, non, je ne pense pas, pour des questions de posture. Après, oui. Après peut-être. Je pense qu'il peut y avoir des majorités d'idées là-dessus. Vous savez que le débat avait été lancé au départ par Monsieur Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin, qui n'était pas spécialement un laxiste. Tout à fait. Ouais. Puis bon, voilà, maire du 18e arrondissement, qui connaissait bien le sujet. Donc effectivement, je pense que sur le constat, quelqu'un comme François Bayrou ou des UDI pourrait tout à fait soutenir cette idée, mais pas pendant la campagne. De même, par exemple, par rapport aux réfugiés, on a bien vu qu'il y a eu des postures. Il y a eu aussi des attaques assez efficaces d'ailleurs de Vincent Peillon contre Manuel Valls, contre ses déclarations qui critiquaient la générosité de la chancelière allemande. Mais sur le fond, il n'y a pas eu vraiment de propositions extrêmement différentes, à part le visa de Benoît Hamon. Vincent Peillon, il peut éventuellement créer la surprise, selon vous? On pouvait le penser au tout début de sa campagne, mais il s'est lancé quand même très tard. Le problème, on l'a dit au début, c'est que tout le rythme, tout le timing de cette primaire était prévu pour François Hollande, un candidat qui n'est pas là. Donc pour Vincent Peillon, c'est très tard. Et puis on sait bien qu'il est là, avant tout, poussé très tardivement, alors qu'il avait quasiment pris sa retraite politique. Il était en Suisse, il écrivait des romans policiers, et il était député européen, ce qui apparemment n'occupe pas beaucoup. Donc il est sorti du bois, poussé par Anne Hidalgo, poussé par Martine Aubry, même si elle dit le contraire, poussé même par quelques proches de François Hollande. Donc c'est assez peu probable. Pour revenir à ces primaires au plan local cette fois, est-ce que les soutiens, les 100 premiers soutiens à Manuel Valls d'élus locaux et de militants, est-ce que ça peut avoir une influence? Est-ce que c'est précepteur ou ça ne sert plus à grand-chose? La leçon, si j'ose dire, des différentes primaires qui ont eu lieu, puisque maintenant on commence à s'y habituer en France, finalement. Alors les premières, mais qui n'en étaient pas vraiment au sens strict, c'était quand Ségolène Royal l'a emporté. Elle avait peu de soutien. Les poids lourds, c'était DSK, Dominique Strauss-Kahn, et c'était Laurent Fabius. Et elle l'avait emporté très largement, avec presque 2/3 des voix. Donc là, elle avait balayé. De même, on l'oublie, mais quand François Hollande l'a emporté en 2011, qui tenait le parti, c'était Martine Aubry. Alors François Hollande est très connu, bien sûr, des militants, très apprécié, parce qu'il avait été longtemps premier secrétaire. Mais bon. Et puis, la droite, là, c'est plus ambigu, parce que bien sûr, Nicolas Sarkozy avait déjà été président, Alain Juppé était le favori
favori, donc avait beaucoup de soutien. Mais si on regarde de près le soutien des notables, disons, les parlementaires en particulier, et les présidents d'Assemblée, Accoyer, Gérard Larcher, c'est François Fillon qui les avait. Et il l'a emporté. Alors est-ce que c'est grâce à ça? C'est très difficile à dire. Ce qui est sûr, je pense, pour la gauche, enfin ce qui est probable, c'est que si, on en revient à votre première question, si la participation est très faible, les notables peuvent jouer, effectivement, et leur influence. Dans le Loiret, on sait bien que les militants, disons vraiment les plus encartés, et les plus âgés, il faut bien le dire, sont attachés à ce que pensent Jean-Pierre Sueur, François Bonneau, voilà. Donc ça peut jouer. Si la participation est très faible. Si elle est au-delà, disons, d'1,5 million, ça sera noyé. Donc ça ne jouera que peu. Il nous reste quelques minutes. Une dernière question, Frédéric et Christian? Oui, peut-être que justement sur ces histoires-là, on voit bien que la macronisation de cette primaire de la gauche va jouer finalement. Oui, pardon pour l'expression, ça mais fait une grossièreté, quoi. Mais voilà, c'est un petit peu l'inconnu dans cette primaire de la gauche et dans ce futur premier tour de l'élection présidentielle. Finalement, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est un peu pour utiliser une comparaison avec les divisions de l'islam. C'est un peu l'imam caché là de cette primaire, Macron. Alors, je ne pense pas qu'il veuille déclencher une guerre sainte contre le Parti socialiste, mais il peut le détruire ou finir de le détruire. C'est-à-dire qu'il est dans toutes les têtes, bien sûr. Et même les gens qui auront voté dimanche et dimanche prochain, ils auront effectivement Macron ou Mélenchon à l'esprit. Et effectivement, beaucoup de ceux, vous parliez des soutiens de Manuel Valls, par exemple, qui dit que véritablement, si Manuel Valls, comme on peut le penser, ne sort pas vainqueur donc de ces 2 tours de primaire, soutiendront vraiment Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, et qui n'iront pas rejoindre Emmanuel Macron. L'autre inconnu, c'est que vont faire les invisibles, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, aux États-Unis, ont complètement transformé l'élection et qui pourraient faire de même en France. On en parle peu, c'est très difficile de parler des invisibles. Alors quels invisibles? Tous ces électeurs et électrices potentiels qui soit n'ont jamais voté, soit ne votent plus, et qui ont aussi ras-le-bol et qui pourraient renverser la table aussi. Mais alors tout à fait. Alors ce qui est compliqué, c'est que... classes populaires qu'on n'a pas vu non plus à l'élection de la droite. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Je ne pense pas que ces gens-là aillent aux élections primaires. Mais effectivement, si vous parlez du premier tour des élections, des vraies, présidentielles, et là, je pense qu'il peut y avoir aussi une séduction, et le Front National commence à s'en inquiéter, une séduction de Macron. Très curieusement, parce que c'est vrai qu'on se représente toujours l'hémicycle parlementaire de manière très rationnelle, le centre. Effectivement, Macron séduit beaucoup le centre, mais il séduit un peu partout. Il a quand même des allures de banquier ou d'ancien banquier, de technocrate, de jeunes aux dents longues, et non pas de quelqu'un qui va drainer les classes populaires. Et on peut penser que ces classes populaires... Est-ce que François Mitterrand avait l'air d'un ouvrier de chez Renault? Pas tout à fait. Bon. Mais Giscard a fini par séduire aussi. Et voilà. Donc c'est compliqué la séduction. Est-ce qu'on a envie de suivre quelqu'un qui vous ressemble? C'est beau, non? C'est très beau. Juste une anecdote qui n'en est pas une. François Hollande, donc au soir du débat télévisé, du deuxième débat télévisé, est allé au théâtre voir Michel Drucker. Alors, outre que c'est de très mauvais goût d'aller voir Drucker au théâtre, est-ce que c'est un signe de protestation à ses anciens ministres et à son ancien Premier ministre, ou c'est le signe qu'il va soutenir bientôt, comme Ségolène Royal, souvent il suit Ségolène Royal, qui va soutenir Macron? Alors, si on avait envie de rire, peut-être qu'on dirait que François Hollande en a peut-être un peu assez de cette élection et qu'il voulait surtout dire un vivement dimanche prochain. Ou peut-être qu'il voulait désigner le futur vainqueur des Champs-Élysées, une vieille émission de Michel Drucker. Et comme vous le savez, la pièce de Michel Drucker s'appelait « Seul avec vous ». C'est un peu le bilan du quinquennat de François Hollande.